On repart, les amis. Alors, avant tes chères retraites, Nicolas, très très cher. 14% du PIB, 65 ans. Et moi, je dirais 65 ans, pourquoi faire Donc, on cramait la caisse, mais le charbon. Donc, décision historique quand même hier de la Réserve fédérale. Première fois depuis 2018. Ouais. Première fois depuis 2018, donc qui remonte d'1 quart de point ses taux d'intérêt. En Europe, les choses ont l'air quand même beaucoup plus confuses. Oui. Alors en fait, j'ai vu que même Christine Lagarde commençait à s'agacer des commentaires des copains de Wilfried Galland, c'est-à-dire... des ECB Watchers. Non, mais c'est intéressant ça quand même. Hein. Quand tu te mets à taper sur les commentateurs, ça veut dire que toi-même, tu n'es pas très très clair avec ce que tu es en train de faire. Moi, j'ai trouvé ça assez inquiétant. Ben voilà, bien sûr. C'est cette remarque disant, je la cite de mémoire, je pense quasiment mot pour mot, la politique de la Banque Centrale Européenne est faite. Alors, je l'ai. Réalisée par des personnes intelligentes, sensible people, et non pas par les observateurs. ECB policy decisions are made by sensible people, effectivement, not ECB watchers, par des gens intelligents, pas par les Wilfried Galland et consorts. Voilà, exactement. Et donc, quand effectivement on sait que l'impact de la politique, au-delà même de ce que ça dénote de nervosité, et probablement de difficulté à piloter un conseil des gouverneurs qui est de plus en plus fracturé. C'est une erreur majeure parce qu'on sait que la politique monétaire, pour se déployer véritablement au sein de l'économie, a besoin du relais des marchés financiers. Absolument. Or, le relais des marchés financiers passe par le prisme de ces quelques investisseurs qui effectivement regardent, posent des questions et interprètent la politique monétaire et en déduisent des stratégies de marché. Et si vous vous les mettez à dos, alors vous avez un rouage extrêmement important de votre politique monétaire qui risque de ne plus fonctionner ou de fonctionner à l'envers. Donc ça, c'est quand même, je trouve, le signal d'ailleurs, elle l'a quasiment reconnu, du fait qu'il y a quand même des discussions, on va dire en langage diplomatique franches, voilà, où aucune des deux parties ne se cache ses dissensions, entre ceux qui veulent un resserrement monétaire extrêmement rapide et ceux qui disent attention, on est en train d'envoyer l'économie européenne dans le mur de la récession. Et là, ce débat existe un peu aux États-Unis, mais il existe moins parce que la pression inflationniste est extrêmement forte et parce que Jérôme Powell le président de la Réserve fédérale, a eu l'habileté, hier en particulier, de placer l'intégralité de son discours sous le signe de la clarté et du fait que je donne de la visibilité à tout le monde. De dire, voilà, je ne veux pas rajouter de l'incertitude à l'incertitude, il le dit clairement, et donc je vous donne un chemin dans lequel vous pouvez vous positionner. C'est effectivement ce qu'on va réaliser de façon très, très mécanique. Et je suis en plus extrêmement positif sur l'économie américaine qui peut largement supporter un peu de resserrement monétaire tout en restant en phase d'expansion et en phase de plein emploi. Donc, un espèce de cocktail justement à destination des investisseurs et à destination des agents économiques qui était extrêmement rassurant. On n'a pas du tout ça du côté de la Banque Centrale Européenne. Et on risque d'avoir en plus cette espèce de concurrence maintenant un peu larvée entre les banques centrales qu'on voit se déployer, pour un peu tirer la couverture en disant si je fais baisser un peu ma monnaie à un moment donné, ou à l'inverse, si j'essaie de la faire monter pour calmer le prix des matières premières à l'intérieur par rapport aux autres. En fait, on a eu cette espèce d'approche très coopérative tout au long de l'année 2020, où on a vu une coopération, une interaction extrêmement forte entre toutes les banques centrales se mettre en place très très vite, beaucoup plus vite que pendant la crise de 2008. Et on a eu le sentiment d'avoir un mécanisme très coordonné, très fluide entre les banques centrales d'un côté et les États de l'autre. Et là, on a l'impression que tout part... Mais parce que les zones géographiques ne réagissent pas de la même façon. Parce que la Chine est dans le dur, parce que nous, on a cette guerre en Ukraine à nos portes. Et parce que les tensions politiques à l'intérieur des pays deviennent très fortes. Et puis, je terminerai par là. N'oublions pas, même si c'est assez peu souligné, que Jérôme Powell n'est toujours pas confirmé à la tête de la Réserve fédérale américaine. Ah, j'avais oublié. N'oublions pas. J'aime bien la phrase « n'oublions pas » parce que j'avais oublié. C'est-à-dire que, en fait, son mandat s'est achevé fin février. Et en fait, il n'a toujours pas été confirmé par le Sénat, ainsi que 4 autres membres. Mais c'est un sujet, Wilfried, ou c'est une pure conjecture ? En fait, il a été interrogé brièvement là-dessus et il a répondu en 2 mots. En gros, ça n'est pas un sujet, de façon assez sèche. Néanmoins, son mandat est terminé. C'est-à-dire qu'en fait, il est là normalement pour exécuter les affaires courantes, Jérôme Powell. Oui, mais le président veut que... Biden l'a renouvelé. Le président l'a proposé au Sénat,
le Sénat doit le confirmer. Alors, la dernière fois, il avait été confirmé de mémoire 83 voix contre 13 ou 14. Donc, ça devrait pas trop poser de problème. Mais en fait, aujourd'hui, on est dans un espèce de vide de pouvoir. Mais ce gars-là a été nommé par Trump au départ. Il a été proposé par Trump et validé par le Sénat. Oui, voilà. Donc ça veut dire que tu devrais avoir un consensus bipartisan autour de lui. Il n'y a pas de sujet. Sauf que le véritable sujet, visiblement, au sein des Républicains et au sein même plus généralement de la classe politique, c'est est-ce que vous allez vous occuper suffisamment de l'inflation, d'une part, et est-ce que vous n'allez pas vous occuper trop du climat, d'autre part. C'est là-dessus, c'est sur le climat que ça a chopé. Et sur l'inflation, on a eu cette demande assez ahurissante à un moment donné au sein de la conférence de presse hier, où quelqu'un disait, mais on est d'accord que l'inflation vient d'une perturbation de l'offre et que vous pilotez la demande. Parce qu'il n'y a quand même pas un paradoxe à force de vouloir calmer l'inflation qui n'est pas de votre sort. Et Jérôme Powell, pendant 1 minute, a été véritablement honnête, ça s'est arrêté très vite, hein. Mais en disant, oui, effectivement, c'est un véritable problème, mais comme tout le monde me le demande et comme les citoyens sont très énervés sur la question, je ne peux pas ne rien faire. Et ensuite, il a tout de suite enchaîné sur « mais ça va avoir un impact, rassurez-vous, sur l'inflation ». Donc on a ce sujet qui est politique aujourd'hui, de fracturation, et qui demande à avoir un minimum de consensus pour renouveler effectivement le board de la BCE. Juste une petite parenthèse, et je te donne la parole, Nicolas. J'étais hier soir avec une dizaine de responsables RSE de grandes multinationales qui tous constatent qu'aux États-Unis, sur leurs filiales américaines, ces retours back to the future, retour aux années 90. C'est retour au gaz de schiste. Ouais. Ah oui, tout à absolument. fait. D'ailleurs, on a Bon, en fait, c'est votre problème à vous, Européens. Le gouvernement, la responsable de l'énergie et de l'environnement a demandé aux producteurs de pétrole de schiste de produire plus. C'est quand même fort, hein. Bon, mais comme tu le disais, les Allemands brûlent du charbon. Exactement. Voilà. Qui est russe lui aussi, d'ailleurs. Le bas de la pyramide de Maslow. Oui, et j'ajoute, Nicolas. un peu polémique, hein, les Allemands brûlent du charbon qui vient de l'Est dans des centrales vieillissantes. Parce que les Chinois brûlent du charbon dans des centrales de nouvelle génération qui polluent beaucoup moins. Et on va aussi peut-être revisiter certains de ces choix, parce que à force de vouloir dire on est beau, regardez, on a des groupes bancaires qui ne financent pas le charbon, ça veut dire qu'on dépend d'investissements qui sont beaucoup plus vieux. Regardez notre parc européen de centrales à gaz et de centrales à charbon, c'est de l'ancienne génération, ça rejette beaucoup plus, ça a un rendement énergétique bien moindre. Les Chinois continuent à investir. Il faut, à mon avis... Cordemais, elle est au bout du bout, donc la fameuse centrale de Loire-Atlantique, là, elle est au bout du bout. 5 ans qu'elle doit fermer la semaine prochaine, quoi. Oui, c'est ça. Et l'énergie, c'est un mix. C'est-à-dire que si on les a opposés, je vais reprendre une image à l'allemande, mais si vous voulez faire de l'éolien massivement, il vous faut des centrales que vous pouvez déclencher en 24 heures. Et donc ça veut dire qu'il faut quand même avoir du gaz ou du charbon. Et opposer l'un à l'autre, c'est stérile, parce que l'éolien, beaucoup moins de rejet de CO2, mais il faut accepter, quand l'éolien s'arrête, d'avoir une énergie de remplacement, même si elle émet un peu plus de CO2. Les Allemands vont te dire, Nicolas, que l'hydrogène vert arrive. Oui. C'est ce pourquoi, d'ailleurs, sur le long terme, ils veulent en finir définitivement avec mais le à ce nucléaire. stade, Mais à ce stade, des centrales qui polluent énormément. Le temps qu'il arrive, effectivement. Et donc, le mix énergétique, c'est quelque chose qui ne doit pas être vu de façon manichéenne. Tout à fait. Si on le voit blanc-noir, on passe à côté. Reviens sur c'est quoi ton sentiment sur cette Banque Centrale Européenne, dont aujourd'hui, alors Wilfried le disait très justement, et j'ajouterais d'ailleurs, il faut absolument qu'effectivement sa politique, elle est à ce point importante dans la stabilité financière et économique de notre continent, il faut qu'elle soit lisible, y compris par les chefs d'entreprise. C'est-à-dire, si la Banque Centrale Européenne met de l'argent sur la table, c'est pour que les chefs d'entreprise prennent des risques. Si jamais ils n'ont pas une claire vision, et je peux vous assurer qu'ils ne l'ont pas, de ce que sera la politique monétaire dans quelques mois, exactement, ils ne prendront pas de risques. Et donc là, on est sur une inefficacité totale. Ouais. Comment est-ce que tu vois cette structure dont on doit bien dire qu'elle est totalement technocratique et qui, aujourd'hui, est le cœur du pilotage de notre économie ? Oui, j'ai envie juste d'ajouter un conditionnel par rapport à ce que disait Wilfried. Hein. Il faudrait que ça soit visible. Il faudrait que ça soit visible. Bien sûr, oui. Mais quand on regarde, c'est l'Europe. Mais ça l'a été pendant des années, quoi. Oui, ça l'a été, mais ça l'a été en période de temps calme. Pas tellement. Non, pendant le Covid. Oui. À l'époque de Draghi, et puis pendant le Covid. Pendant le Covid, les choses étaient très claires, quoi. Mais il y avait une très grosse... Disons, moi, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, mais vu de l'extérieur en tant qu'économiste qui suit le débat politique,
il y avait des points d'accord. Et ces points d'accord, on les a challengés. Et des dissensions sont apparues. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un monde éclaté. Les intérêts des Français ne sont pas les intérêts des Allemands. On le voit sur tous les sujets. Il y a d'autres pays. Particulièrement sur l'inflation. Et donc, naturellement, il y a un processus de décision qui est plus lent. Il y a moins de capacité d'affichage qu'aux États-Unis. Mais c'est structurel. Oui, mais le précédent, et je terminerai juste là, mais juste une petite incise. Vas-y, on a le temps. Le précédent management de la Banque Centrale Européenne avait justement une doctrine qui avait été extrêmement claire. Ouais. C'est-à-dire, oui, il y aura toujours des intérêts divergents, mais mon point est très net, c'est l'euro avant les traités. Et donc, tout ce qui contribue à la stabilité financière par rapport à ce qui peut être du ressort exactement de la lettre des traités, je fais mon choix et mon choix sera toujours très clair, donc vous pouvez compter dessus. Et à partir de ce moment-là, tout le monde s'est aligné en disant, ok, on est certain. Alors il y avait un côté très autocratique de Mario Draghi, je décide et tout le monde doit me suivre, y compris les Allemands. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a régulièrement des banquiers centraux allemands qui démissionnaient, parce que bon, ils n'en pouvaient plus. Mais c'était comme ça, c'était pas autrement. Là, on retrouve un mode de management qui est peut-être plus consensuel, mais qui est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, et partant compliqué, partant de tempête, on sent que le cap n'est pas très clair. Et donc, par rapport à la Fed... Il l'a été pendant le Covid. Il a été, oui, notamment sur cette question technique, mais chacun va comprendre, très très importante, des clés de répartition. C'est-à-dire, la Banque Centrale Européenne rachète la dette des États européens, mais... statutairement, dans ces traités, doit la racheter en fonction du poids de ces États dans l'économie européenne. Et donc, tu ne peux pas racheter toute la dette française. Mais son programme faisait preuve de flexibilité. Mais elle l'écrit noir sur blanc. C'est-à-dire, là où... Attends, je finis donc juste de dire, tu ne peux pas statutairement racheter que de la dette italienne, que de la dette française, il faut aussi racheter de la dette allemande. Ah oui, mais là, il n'y a plus de dette allemande. Et donc, dans son programme de rachat d'actifs en début de Covid, elle écrit... On envoie valdinguer les traités, on va racheter la dette dont on a besoin. L'objectif était simple, était univoque. Il y avait un seul objectif, c'était justement maintenir les capacités de financement de la zone euro et les capacités des États de soutenir l'économie. Il y avait un seul objectif. Mais il pourrait continuer là. Là non, il y en a deux. Là, il y en a deux. Il y a effectivement continuer à soutenir les efforts parce qu'on en a toujours besoin. Et il y a ce fameux objectif de stabilité des prix et de caper à 2% l'inflation. Et c'est là où on a besoin de choix, non pas dans les moyens, le choix dans les moyens peut le faire, mais le choix dans effectivement deux objectifs qui sont un peu contradictoires l'un et l'autre. Donc vous mettez quoi? Quelle priorité? C'était le but de la fameuse revue stratégique. On nous a rebattu les oreilles pendant des mois avec, vous allez voir ce que vous allez voir, avec Christine Lagarde, il va y avoir une revue stratégique, un cap clair. Ils ont fait un cap clair, c'est-à-dire il faut une moyenne d'inflation. Dès que les choses ont été tendues, ils ont jeté tout ça à la poubelle en disant, on est en train de voir comme la situation est compliquée, on est en train de voir comment est-ce qu'on s'arrange. Là, on se retrouve avec deux objectifs entre lesquels on ne choisit pas. Ouais. Nicolas, tu veux ajouter quelque chose? Non, il n'y a rien à rajouter, effectivement. On est dans le Covid, c'était, entre guillemets, simple. Oui, vous avez raison. C'était un choc symétrique. Ouais. C'était le pas même pour tout le monde. Ouais, tout à fait. Là, on est à l'heure des choix. Exactement. Donc, l'histoire des retraites. 65 ans. 65 ans, tu mets quand même les retraites, enfin les caisses de retraite bien en excédent, Nicolas. Je veux juste, et puis après je vais te laisser parce que tu as beaucoup travaillé là-dessus, personne n'en parle, que moi et mon ami Emmanuel Grimaud de Maximis Retraite, il va falloir quand même un petit tour de passe-passe, tout petit tour de passe-passe, pour vider les excédents de la CNAV qu'il y aura, pour aller les affecter à d'autres dépenses. Oui, je vois, tu dis, ils sont plus à ça près, machin, etc. et tout. La beauté de l'usine à gaz française. Il va falloir un petit tour de passe-passe. Voilà. L'idée, les retraites, c'est formidable pour travailler plus, pour augmenter le potentiel productif de l'économie. Voilà. Oui, mais enfin, tu vas avoir des excédents dans un endroit, il va falloir les sortir. Mais Nicolas. vivement le tour de passe-passe. Si on en est là, c'est un problème de riches. Et on sera très bien géré. Et moi, je vous propose une piste de base. Vous baissez les taux de cotisation. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, les retraites, ça absorbe 14% du PIB. Ouais. Dans le privé, le taux de cotisation, c'est 28% des salaires bruts.
Hein. Alors, on se plaint d'avoir un problème de compétitivité, mais il est lié à notre vieillissement en partie. C'est qu'on finance exclusivement les retraites en répartition. Donc pour 28% du brut, c'est les cotisations retraite? Oui. Ah, j'ai pas ça en tête. Et donc, il n'y a pas de compétitivité durable si on ne change pas ça. Parce que quand on... Le brut, je crois. Il y a 2 modes de financement des retraites. Hein. Vous faites de la répartition. Oui, attends, juste un truc, parce que oui, du brut, c'est-à-dire c'est du brut que vous ne voyez pas, hein, c'est le brut patronal. Mais Non. Non. C'est le salaire brut. 28%, c'est... Oui, c'est le salaire brut. C'est-à-dire, on additionne la cotisation patronale et la cotisation Voilà, c'est ça. salariale. Oui. Et elle représentant 28%. Non, mais on est tous d'accord là-dessus. D'accord. D'où le brut, quoi. Voilà. Du Ok. coût global, Non, c'est du salaire brut du salarié. C'est même pas du coût global. c'est même pas du coût global. Et concrètement, quand vous voulez donner 100 en répartition, il faut prendre 100. Ça vous explique qu'on a des cotisations patronales et salariales retraite très élevées. Quand vous voulez distribuer la même chose en capitalisation, vous pouvez vous contenter de prendre 2, voire 3 fois moins, parce que vous prenez un prélèvement, une cotisation sur le travail, vous la placez, vous rajoutez, alors historiquement il y avait des coupons obligataires, il y en a moins, mais il reste toujours des dividendes, et d'ailleurs ça agace beaucoup de monde, et puis après vous faites de la plus-value. Et donc, quand vous êtes en capitalisation, la cotisation est l'amorce d'un cercle vertueux d'épargne qui permet de financer des retraites avec moins de cotisations, donc Oui, moins de prélèvements Mais obligatoires. alors là, Nicolas, je t'arrête tout de suite, parce que personne ne parle de capitalisation. hein. Eh ben, oui, mais personne ne parle, mais regardez le sujet. Hein, tout à l'heure, tu D'accord, mais là, moi, je veux regarder le sujet 65 ans Alors, déjà. Parce l'âge. que Donc- le sujet qui nous intéresse, là, donc- c'est la 65 ans. réforme paramétrique. Donc 65 ans, Là, voilà. il faut le faire. Ça va dégager des ressources. S'il y a des excédents dans les caisses de retraite, la bonne logique, c'est d'en profiter pour baisser les taux de cotisation. Parce que ça donnera un appel d'air à l'économie. On ne peut pas se plaindre qu'on a une économie qui est enquistée par trop de fiscalité, par les différentes crises et notamment l'envol du coût des matières premières et des carburants, et pas traiter le sujet coût du mais travail. c'est Donc, très clair. il Je faut le n'avais faire. pas cette proportion en tête. Et c'est 28% pour les salariés du privé. Mais dans le public, est-ce que tu sais que le taux de cotisation, c'est 85%? Comment ça, 85%? Le taux de cotisation qui est un taux de cotisation théorique, quand tu regardes les cotisations patronales des employeurs publics Ah oui, et les cotisations des fonctionnaires, d'accord. et tu les additionnes, ça aboutit à 85%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le public, pour 1 euro de pouvoir d'achat donné à un instit, il y a 1 euro de cotisation retraite derrière pour payer les anciens. Et donc ça, c'est l'autre sujet. Il faut le traiter. Il faut cesser de vivre au jour le jour au niveau des retraites en matière d'État. L'État, jusqu'en 1853, il avait des caisses de retraite. Les ministères prélevaient des cotisations, les plaçaient pour les plus vertueux. D'autres avaient déjà commencé à fonctionner en répartition. On a arrêté de faire ça en 1853. L'État a dit « plus besoin de caisse de retraite. Moi, je servirai les retraites avec le budget de l'État. » Ça a fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Tous les pays sérieux qui avaient la même structure d'irresponsabilité ont mis fin dans les années 50-60, parce qu'ils savaient que la démographie allait être défavorable. Ils savaient que c'était une bombe à retardement pour les contribuables. Je vous donne un exemple de pays sérieux, le Canada. Dans les années 50, ils ont dit, bon, ben voilà, les administrations, elles vont placer les cotisations patronales en tant qu'employeurs dans des fonds de pension, ou plutôt dans des... Ça s'apparente plus à un fonds souverain. Hein. La Caisse des dépôts et placements du Québec, elle a provisionné les promesses faites par les administrations québécoises. Il y a l'argent, il est là. On n'a pas besoin de l'appeler sur les contribuables. Tout à fait, je comprends. Les cotisations des employés publics, elles ont été placées dans un fonds de pension qui est géré de façon paritaire. Il y a tous les représentants des partenaires sociaux et tout le monde est content. Et donc, au Canada, vous avez un vieillissement, comme chez nous, mais l'État a mis l'argent de côté. Mais avec 65 ans, tu règles le problème. Non, parce que avec 65 ans, tu fais disparaître les déficits. Soit dit en passant, les déficits, quand on regarde le corps, il nous dit c'est 0,6% du PIB, mais le corps calcule ses déficits en équilibrant de façon conventionnelle les retraites du public. Il dit l'État est équilibré. On sait très bien que l'État est déséquilibré. D'ailleurs, il n'a pas fait un équilibre budgétaire Oui, depuis mais 74. non, mais Si on calculait bien les déficits, il faut qu'on sorte parce que l'État, mais même en comptabilité, enfin sur
sur la structure du PIB, l'État vaut ce qu'il coûte. Donc c'est l'absurdité première de tout ça. Donc, si on calculait bien, et il y a un très bon papier dans le commentaire qui vient de sortir, le déficit des retraites, ça ne serait pas de 0,6, il serait aux alentours de 1,8% du PIB par an. Donc clairement, reculer l'âge de la retraite à 65 ans, ça crée une marge de manœuvre financière. Peut-être que certains régimes du privé seront excédentaires. Et à ce moment-là, on baisse les cotisations. Mais globalement, on a un déficit majeur en termes de retraite. Et si les régimes du privé sont excédentaires, ils seront assez intelligents pour baisser les cotisations ou pour faire deux choses qui ne sont pas bien faites en France. Augmenter les réserves, parce qu'on a une répartition qui n'a pas assez de réserves. En France, on croit... Donc augmenter les réserves ou, je te bouscule un peu parce que le temps tourne très vite. Faire monter en puissance la capitalisation collective. Ah oui, c'est fondamental. Vous prenez par exemple... Tu regrettes l'abandon du système par points ? Il n'est pas abandonné à la GIR-Perco. Ah bah oui, non, il n'est pas abandonné dans les professions libérales. Et cette réforme des retraites me terrorisait parce qu'en fait, elle allait effacer toute une série de régimes qui fonctionnent très bien. Elle allait donner les clés du camion à l'État, qui est le plus irresponsable en matière de retraite depuis 1853. et elle ne traitait pas les vrais sujets. Oui, je comprends. Wilfried ? Non, moi ce qui m'a intéressé dans ce sujet-là... Tu as revu tes trimestres, là ? C'est d'abord... Non, mais il va falloir qu'il lève quand même une ambiguïté assez vite, c'est savoir... peut-être qu'il va le faire aujourd'hui, d'ailleurs, dans sa conférence de presse. Normalement, c'est aujourd'hui. Comment ça marche, qui ça concerne, quoi. Ouais. Voilà. Mais en fait, moi, ce qui à m'inquiète... titre personnel, j'ai envie de savoir. Moi, je suis dedans, ça c'est sûr. Au rythme, parce qu'il a déjà annoncé le rythme. Oui, il annonce le rythme, mais c'est... Voilà, 4 mois par an, voilà. Bon. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'abord que c'est, dans une campagne électorale, c'est un peu le tabou ultime, l'âge de la retraite, en particulier 65 ans. Donc c'est intéressant de le poser en disant, voilà, moi c'est ça, et ça va aller à telle vitesse, justement. C'est-à-dire que non seulement la cible c'est 65 ans, mais ça va très vite. Et donc si vous me choisissez, après, n'allez pas dire, on a été pris par surprise. Le deuxième élément qui me paraît intéressant, c'est qu'on va dans un monde où la base de coûts est en train de remonter très vite. Coût des matières premières, coût des salaires, coût du financement, coût écologique, coût de souveraineté. Toute la base de coûts de l'économie mondiale est en train de monter très vite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la rentabilité, donc l'efficacité générale de l'économie, la productivité des facteurs est en train de baisser. Et donc on va aller vers un rendement global, à la fois dans les entreprises et dans les classes d'actifs d'ailleurs, probablement plus bas que ce qu'on a connu. Et donc pour compenser ça et pour vivre décemment malgré ce nouveau paradigme qui risque de durer, la seule solution c'est d'augmenter la quantité de travail qu'on a dans les économies. Et une des façons de le faire, c'est effectivement, on le sait, mécaniquement, plus on repousse l'âge de la retraite, plus on traite les problématiques de seniors au travail, même si on les traite pas bien, mais on sait que à un moment donné, effectivement, quand on sait que la date limite c'est 65 ans, on va pas regarder de la même façon que si la date limite est 60 ans, quelqu'un qui a à peu près 52-53, on va pas le regarder exactement pareil. Mais lui-même ne va pas se regarder de la même façon. Exactement, même s'il y a énormément de travail au-delà dans toutes ces problématiques-là. Et donc moi, ça me paraît extraordinairement important justement pour retrouver ces fameuses marges de manœuvre dont on parlait, pour piloter le temps long, avoir des marges de manœuvre budgétaires. On traite énormément de sujets. Si on arrive à retrouver un taux d'emploi global de la population supérieur de 2, 3, 4 points à ce qu'il était il y a 5 ans, on traite énormément de nos problèmes, y compris en termes de déficit extérieur, etc. J'ajoute d'un mot, je te donne la parole, j'ajoute d'un mot que ça a été une des grandes parties de notre entretien qu'on avait hier avec Patrick Artus, qui sort son bouquin pour sortir du déclin, enfin quelque chose comme ça. Voilà, et donc c'était hier, vous allez sur le site de Bismart et vous retrouverez tout ça. Oui, Nicolas. Oui, je voudrais dire, effectivement, l'âge, c'est clé. Mais c'est la première réforme. La deuxième, comme on le disait, c'est de faire monter en puissance les capitalisations collectives. Parce que clairement, comme tu le disais. Ouais, comme je le disais. On n'est pas les seuls à... Mais les amis, c'est très bien, mais c'est nulle part dans le débat public. Alors, nulle part. Voilà. Nous sommes un pays à 4 candidats trotskistes, l'oublie pas. Non, regarde en détail. Et où le seul libéral a eu une centaine de signatures. La capitalisation collective, c'est ce qu'on pousse à Molinari. Croissance Plus le fait aussi, la CPME le fait aussi. Quand tu regardes, tu parlais des grévistes de la CGT, mais quand le gouvernement a voulu fermer la capitalisation collective de la Banque de France, la CGT était dans la rue pour dire arrêtez,
Ben voilà, la CGT de la Banque de France, La CGT, Croissance Plus et Molinari. Ils savent faire la calcul, tout ça. C'est pas avec ça qu'on va arrêter les Russes, tu vois. Tu verras. Laisse-nous 5 ans et tu verras l'état du débat dans 5 ans. Juste un mot, parce que j'ai encore deux questions à vous poser. Wilfried, tu as commencé, c'est-à-dire, je balance 65 ans, là, maintenant, l'histoire du procès en Illégitimité. illégitimité. Ça vous intéresse, ça vous intéresse pas? Si tu débats, en gros, si tu débats pas avec Philippe Poutou, tu seras un président illégitime. C'est une polémique politicienne totalement ridicule. D'accord. Parce qu'en fait, il y a énormément... C'est Gérard Larcher quand même qui lance ça, numéro 2, président du Sénat, donc président de la République potentiel s'il y a un problème. Par beaucoup d'amertume compte tenu de la campagne qu'il est en train de vivre. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Pareil, Nicolas. On ne commente pas. Et le deuxième élément, mais très très rapidement, mais on y reviendra ensemble, ça va être l'autre point un peu saillant, je pense, c'est le RSA. Et l'idée, c'est Véran, le ministre de la Santé, j'ai oublié son prénom, dites donc. Olivier. Qui hier matin était très clair en disant la moitié des allocataires du RSA le sont encore 4 ans après. Il faut absolument casser cette spirale, et donc l'idée d'avoir une activité en échange du RSA. C'est le bon sens. C'est le bon sens, mais à mon avis, c'est très, très, très compliqué à organiser, je pense, Nicolas. Oui, mais faire bosser des gars qui sont à 1000 lieues du travail. Dans ce genre de décision, de choix, il y a ceux qui sont dans le dispositif depuis des années, et il y a ceux qui vont y rentrer. C'est un peu la même problématique que sur les retraites. Quand tu veux réformer, tu peux réformer un dispositif d'aide pour les nouveaux entrants. Ouais, et notamment, si tu veux éviter que ça devienne une trappe à une activité, il faut le faire dès le départ. Dès le départ. Même si c'est beaucoup plus compliqué en termes d'affichage, effectivement, ce genre de choses. Mais non, d'organisation. Enfin, il faut probablement ce qui va se passer. Il faut aller les chercher, les gars, pour les faire bosser. Et après, il y a un autre sujet sur ces clientèles qui sont très éloignées de l'emploi, c'est qu'on a énormément de sujets, à la fois d'illettrisme, on a des sujets d'accès au permis de conduire, ce genre de choses. Exactement. Et donc, au-delà de l'activité, je pense qu'il y a je ne vais pas dire une remontée en compétences, mais la construction d'un socle. Peut-être qu'en échange, effectivement, d'une certaine aide financière, juste l'engagement à participer pour la personne en question à la construction de son socle à lui, qui lui permettra après de faire quelque chose. Sinon on n'en sortira pas. Il y a des gens qui seront très très et qui la moitié 4 ans après, dit Olivier Véran, c'est spectaculaire. Il y a un travail qui est formidable qui est fait effectivement par des instituts comme l'école de la deuxième chance, comme ce genre de choses. Exactement. Mais effectivement, par rapport à ça, il y a probablement un échange à faire, pas uniquement en termes, parce qu'on voit, il y a souvent cette idée quasiment de travail forcé. C'est pas du tout cette idée-là, je pense. C'est cette idée effectivement, comment est-ce qu'on construit un socle qui leur permet après d'aller au-delà de la vie qu'ils mènent aujourd'hui. Ouais, et ça, ce débat, il existait déjà au moment de la création du RMI. Vous avez toute une série de personnes qui disaient « Attention, vous allez ouvrir un guichet et on va distribuer des aides, mais quid de l'accompagnement ?» Les assistantes sociales, à l'époque, disaient « Vous nous délégitimez totalement, parce que nous, aujourd'hui, on distribue des aides, mais en contrepartie d'engagement. Quand ça devient un droit, et quand ça devient distribué à la volée, vous avez des effets pervers à long terme. » Ça ouvre un merveilleux débat sur le revenu minimum, qu'on aura ensemble très prochainement. Merci à tous, merci à vous deux. Demain, donc, Aurélie Planex. Et nous, on se retrouve lundi avec une émission spéciale matières premières alimentaires. C'est l'autre gros sujet, évidemment, que pose la guerre en Ukraine. À lundi.